Merci, M. Layot, de votre invitation et de votre amabilité. Bon, les conflits du Sahara occidental, je crois que c'est l'un des 16 territoires non autonomes qui restent encore dans l'agenda des Nations Unies. Sa décolonisation était entreprise d'une manière très tardive de la part de l'Espagne, qui était la puissance coloniale du Sahara occidental, et qui a pris les territoires depuis 1884 et a essayé de faire une décolonisation à partir de 1974-1975, sous pression de la lutte que les Sahraouis ont menée, et qui était une lutte normalement et fréquemment pendant cette époque conduite à une répression féroce, qui a pris des hauts et des bas depuis a atteint son moment le plus important en 1934, en 1956, 57 et 1970 jusqu'à la création du Polisario, qui est un front dans lequel se cristallise toute cette résistance sahraouie qui a été créée en 1900 suite aux événements de 1970, un front impérial, et puis 1973, la création officielle du Polisario. L'Espagne, comme je dis, l'a pris du retard. Ce retard a été profité par les pays voisins, le Maroc et la Mauritanie, qui avaient, d'une façon sous-jacente, des revendications sur le territoire, malgré que depuis 1965, les deux pays insistaient auprès des Nations Unies, auprès de l'Organisation de l'Unité africaine, dans la nécessité de décoloniser et de donner le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Mais suite à la maladie de Franco et les retards de cette colonisation, les ambitions ont poussé ces deux pays à revendiquer simplement le partage du territoire. Et pour préparer cette revendication, le cas a été présenté dans une question au Tribunal international de justice de La Haye en 1975. Ce tribunal conclut que les territoires n'étaient pas terra nullius, comme c'était la question qui était posée, et qui avait ses habitants, malgré qu'ils n'étaient pas en État à cette époque-là, mais une confédération tribale qui gérait ces pays et qui avait fait des accords avec l'Espagne, donc était sujet de droit international. Donc, ce fait que la Cour internationale de justice conclut dans son avis, le 10 octobre 1975, que les éléments apportés par le Maroc et la Mauritanie ne sont pas susceptibles d'empêcher l'application du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc, naturellement que le Maroc et la Mauritanie n'étaient pas satisfaits de cette réponse du tribunal de La Haye, et ils poussent les pressions sur l'Espagne, qui était dans une situation, à l'époque, le dictateur Franco était mourant et il fallait sortir du territoire, malgré que parallèlement, cette Espagne avait entamé un processus de négociation avec le Polisario à Genève, par la voie de son ministère des Affaires étrangères, et à Alger. Et il y a eu des pas qui conduisaient à un échange de prisonniers, parce qu'il y avait des prisonniers sahraouis dans les mains de l'Espagne et des prisonniers espagnols dans les mains du Polisario. Et ensuite parler d'un calendrier de retrait graduel de l'Espagne et progressivement sa substitution par une autorité sahraoui. Le Maroc crée cette rideau de fumée qui s'appelle la marche verte. Ça crée certaines pressions. L'Espagne veut sortir de n'importe quelle manière.
elle sort et se retire d'une manière désordonnée du point de vue international, malgré que, bon, il signe un accord avec le Maroc et la Mauritanie de partage du territoire et d'une administration intérimaire. L'Espagne, avant de se retirer, laisse quand même une porte ouverte en disant que la souveraineté du territoire ne serait pas transmise qu'une fois que le peuple sahraoui s'aille autodéterminer d'une manière valable. Naturellement, la réaction des Nations Unies et de la communauté internationale d'une manière générale est différente. Elle n'accepte pas cet accord. Cet accord n'est pas accepté ni enregistré par les Nations Unies parce que, tout simplement, l'Espagne n'avait pas de pouvoir qui lui confère la possibilité de pouvoir transmettre administration aux souverainetés à quiconque. C'est le peuple sahraoui qui est le dépositaire de cette souveraineté et c'est à lui de décider qui peut être le véritable souverain dans les territoires. Bon, il y a eu un combat diplomatique, parallèlement il y a eu une résistance militaire. Les Sahraouis ont proclamé pour s'opposer la République sahraoui qui a été reconnue par un grand nombre de pays et qui a été admise à l'Organisation de l'Unité africaine. Le Maroc proteste, il se retire de l'organisation et il continue maintenant jusqu'à nos jours en dehors de l'Organisation de l'Unité africaine. Malgré ça, bon, il y a eu d'une façon parallèle la Mauritanie militairement s'est retirée en 1960, vaincue militairement s'est retirée en 1979. Elle reconnaît les droits du peuple sahraoui, elle reconnaît a posteriori la République sahraoui. Et le Maroc qui avait pendant sa thèse devant le tribunal international de justice de La Haye insisté qu'il réclamait seulement le nord du territoire du Sahara occidental. Curieusement, maintenant que la Mauritanie se retire de la partie qu'elle occupe et que le Maroc ne revendiquait pas, curieusement, en 1979, le Maroc avance dans l'occupation d'une partie du territoire que la Mauritanie a rétrocédé aux Sahraouis. Cette guerre continue avec des hauts et des bas, avec des médiations, avec des négociations indirectes. Et finalement, en 1991, les Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine, arrivent à un accord et établissent un calendrier pour la solution du problème du Sahara occidental sur la base du respect des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ces calendriers devaient commencer en septembre 1991 avec un cessez-le-feu. Immédiatement après, il y aurait une identification des votants, un retrait graduel des forces marocaines du territoire, la préparation des élections du corps électoral qui donnerait aux deux partis, au Maroc et aux Sahraouis, au Polisario, de pouvoir faire une campagne électorale, et un échange de prisonniers, la libération de détenus, et finalement, en février 1992, il y aurait un référendum. Bon, ça c'était une feuille de route qui devait marcher, mais ça n'a pas marché parce que, bon, le Maroc n'a pas respecté cet engagement et a mis des obstacles dans le sens qu'il fallait
accepté comme votants tous les Marocains qui étaient entrés au Sahara occidental à partir de 1975. Donc, il y a eu des négociations de nouveau sous les auspices des représentants spéciaux des Nations Unies qui ont pris une période assez longue, de 1991 jusqu'à pratiquement les années, la fin des années, jusqu'à 1998, qui a été publiée une liste de votants. Ce recensement a pris du retard. Cette liste n'a pas satisfait le Maroc de nouveau, parce qu'elle n'a pas accepté tous les colons qui sont entrés au Sahara occidental avec l'administration du Maroc, mais ils ont accepté une partie. Ça n'était pas de la satisfaction du Maroc, malgré que l'accord d'identification des votants acceptait comme votants les Sahraouis qui étaient nés au Sahara occidental avant la fin décembre 1975. Donc, ceux qui arriveraient après cette date n'étaient pas habilités à être des votants. Et ceux qui avaient moins de 18 ans non plus, parce que l'âge de votation, de vote qui habilite pour le vote est de 18 ans. Finalement, les Nations Unies ont publié cette liste. Cette liste, de nouveau, ne satisfait pas, comme j'ai dit, le Maroc. C'est un blocage. Ce blocage dure jusqu'à plus ou moins l'arrivée de James Baker, qui essaye de débloquer la situation. James Baker était l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental, l'ancien secrétaire d'État américain. On arrive à des accords, appelés les accords de Houston, négociés entre le Polisario et le Maroc. Et ces accords, on essaye d'arriver à un compromis. Ce compromis est atteint. Baker continue ses négociations et ses contacts entre le Polisario, le Maroc et avec tous les pays intéressés. Et finalement, Baker propose un plan, appelé le plan Baker en 2003, qui propose une période d'autonomie de 5 ans qui devait finir dans un référendum après les 5 ans. Cette autre proposition ne satisfait pas le Maroc, malheureusement. Et de nouveau, c'est le blocage qui dure jusqu'à 2007, quand il y a eu de nouveau des négociations sous les auspices du secrétaire général, par l'intermédiaire de son représentant spécial, pour amener les deux parties à trouver un compromis, un accord qui puisse garantir l'application de la résolution du Conseil de sécurité qui demande l'exercice des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. Bon, cette situation, ces négociations continuent ces jours-ci. On est au 5e round de ces négociations. On se prépare pour aller au 6e round, qui doit être du 7 au 9 à Malte, à la Villette, 7 au 9 mars. Mais ces négociations bitent avec... Il y a des obstacles sérieux pour ces négociations. D'abord, il y a la volonté du Maroc. Le Maroc ne va pas aux négociations avec une volonté de résoudre le problème, mais plutôt pour une volonté de gagner du temps et de prolonger le status quo. Un status quo que le Maroc croit qu'il joue dans son bénéfice
Mais nous pensons que il s'est avéré que, et ça, les événements récents de Gdei Mizik et autres montrent que le status quo est négatif pour le Maroc. Parce que les gens qui ont fait le soulèvement, qui ont fait l'intifada maintenant au territoire occupé, c'était des gens qui sont nés après 1975. Donc c'est les gens qui ont vécu avec le Maroc et qui ont été sous administration marocaine, qui ont fait des études au Maroc, qui ont travaillé au Maroc. Donc le fait que ces gens-là, maintenant, font une intifada pour faire respecter le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, ça montre que le status quo n'est pas payant. Même si le Maroc passe une centaine d'années à faire le status quo, cette situation ne va pas irréversiblement changer les choses. Le peuple sahraoui est convaincu, les anciens, les moyens, les plus petits, tout le monde est convaincu de la nécessité du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Donc ce statu quo a démontré être un échec. Les événements de Gdei Mizik ont été la preuve la plus éclatante, et l'approfondissement de cette intifada dans tous les territoires et les témoignages de cette situation. Et deuxième facteur qui obstaculise cette solution du problème du Sahara, c'est la violation des droits de l'homme. Normalement, pour arriver à une solution, il faut créer un climat de confiance. À notre avis, avec la violation des droits de l'homme contre des gens qui se manifestent pacifiquement pour le droit à l'autodétermination au Sahara occidental et qui sont réprimés d'une manière violente et d'une violence démesurée, n'aide pas à avancer vers des solutions politiques. Il a plutôt créé un climat de crispation et de tension qui conduit les gens à ces oppositions extrêmes dans cette situation. Cette violation des droits de l'homme, maintenant, il y a des centaines de Sahraouis qui sont victimes et qui sont ou bien dans les prisons du Maroc. Il y a 170 prisonniers politiques sahraouis au Maroc. Et il y a plus de 600 disparus qu'heureusement, au mois de décembre, après toute cette période, le Conseil royal des droits de l'homme a reconnu qu'il y a 350 de ces 600 disparus qui étaient morts. Et malheureusement, parmi ces morts, il y avait des enfants et il y avait 11 femmes, et que leurs familles ont attendu 35 ans pour savoir leur situation. Et il y a des familles qui continuent à attendre de savoir la situation d'un groupe de 300 disparus dans la guerre du Sahara. Donc c'est un facteur qui touche ces climats de création de confiance. L'autre facteur, à notre avis, c'est l'existence d'un mur que les forces marocaines ont construit sur la partie occidentale du Sahara, sur la partie qui l'occupe au Sahara occidental. Et c'est un mur de 2400 km avec des fils barbelés et des champs de mines qui est une grande balafre dans les territoires du Sahara occidental et qui empêche les gens de pouvoir aller de l'est à l'ouest et vice-versa, et que c'est une violation énorme des droits de l'homme parce qu'elle constitue un obstacle majeur pour que ce peuple puisse avoir sa liberté, les libertés fondamentales de circulation, d'association, de réunion, de vivre dans son territoire. Ce n'est pas deux pays différents. Ça, c'est entre les territoires occupés du Maroc et les territoires libérés par les Polisario. Ça, c'est un autre obstacle majeur. Le troisième obstacle, à notre avis, c'est les interférences politiques. Les interférences politiques, c'est
particulièrement la position de certains pays, parmi lesquels on compte la France, qui, à chaque fois que le Maroc a été pressionné pour pouvoir arriver à une solution politique de ce problème, c'est la France qui intervient au Conseil de sécurité pour éviter cette pression. Nous pouvons comprendre les intérêts de la France avec le Maroc, mais ces intérêts doivent toujours être dans les limites des frontières que la France reconnaît au Maroc. La France, jusqu'à aujourd'hui, ne reconnaît pas les frontières que le Maroc veut se donner vers le sud, c'est-à-dire le Sahara occidental. Nous ne sommes pas contre ces très bonnes relations qui puissent exister entre la France et le Maroc, mais toujours, il faut respecter que ces relations puissent être au détriment du peuple sahraoui et au détriment des respects de la légalité internationale. Un autre facteur qui interfère et qui est négatif pour ces négociations, c'est les intérêts économiques. Il y a des accords que l'Union européenne a signés avec le Maroc, et particulièrement un accord de pêche, dans lequel sont inclus les côtes sahraouies. Et nous considérons que cet accord est une interférence grave et qui est un entrave au processus de négociation qu'on mène maintenant dans les territoires, parce que le droit international distingue d'une manière claire les territoires des pays non autonomes qui sont susceptibles de ne pas être dont les richesses et les ressources naturelles ne doivent pas être exploitées sans l'accord et au bénéfice du peuple du territoire. Ce n'est pas le cas. L'Union européenne a violé la légalité internationale. Elle a signé un accord avec le Maroc qui inclut les territoires sahraouis. Contrairement, par exemple, à l'accord de libre association que les États-Unis ont fait avec le Maroc, dans lequel ils ont limité l'application de cet accord aux frontières internationalement reconnues du Maroc. Donc, à notre avis, l'Union européenne viole la légalité internationale. Ça a été clairement établi par le Parlement européen. Il y a plusieurs résolutions qui ont été prises sur cette situation. Et donc, nous considérons que cette interférence de l'Union européenne doit changer pour que cette situation puisse aller de l'avant et puisse être conforme avec la légalité internationale. Le cinquième élément qu'on peut dire qui est limitatif de ces négociations, aussi c'est la capacité des négociateurs marocains. Les négociateurs marocains, ils viennent avec des instructions, parce qu'au Maroc, il y a une seule personne qui peut décider, c'est le roi. Les autres, c'est des messagers. La délégation marocaine vient avec une proposition qui a été faite par le roi du Maroc en disant l'autonomie est pas autre chose. Alors que la proposition, la résolution du Conseil de sécurité dit clairement des négociations entre le Polisario et le Maroc sans aucun préalable pour arriver à une solution mutuellement acceptable qui puisse garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Donc, à notre avis, venir avec un préalable et de dire « moi je discute seulement de ces préalables », ça montre qu'il n'y a pas de volonté politique et il n'y a pas de prérogative pour négocier une solution. À notre avis, ça c'est une prédétermination et non pas une autodétermination. L'autodétermination du peuple sahraoui, le Maroc n'a pas de prérogative pour proposer une autonomie parce que le Sahara n'est pas dans la souveraineté du Maroc. Le territoire du Sahara occidental est un territoire non autonome qui doit être objet d'une décolonisation de la part des Nations Unies et non pas une province du Maroc. Il peut céder l'autonomie aux Rifains qui l'ont demandé plusieurs fois,
aux autres régions du Maroc, mais le Sahara occidental n'est pas partie du Maroc. Donc, pour ne pas s'étendre beaucoup, parce qu'on a le temps qui nous limite, je pense en conclusion que les efforts des Nations Unies et des instances internationales concernant le Sahara occidental pratiquement se trouvent otages de cette situation des intérêts politiques et des interférences économiques qui limitent l'application du droit international, comme vous l'avez souligné hier dans des différentes interventions. Nous pensons quand même que cette région, il y a des grands projets, comme le projet du Maghreb arabe, comme des projets de l'Union de la Méditerranée, comme beaucoup des idées qui peuvent conduire à l'intégration de cette région qui, on n'a pas pu jusqu'à le moment les faire parce qu'il y a au milieu cette situation du Sahara occidental. Donc, à notre avis, sans une solution définitive, juste et durable sur la base du droit international qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, cette situation de blocage va demeurer et on voit que la réalité sur le terrain peut se détériorer à cause de cette ambiance de crispation qui existe dans notre région et cette volonté d'armamentisme qu'on voit dans la région. Troisième élément, nous considérons que sans une pression importante de la communauté internationale et de l'opinion publique, ces peuples, le peuple sahraoui, le peuple du Maroc, vont continuer à souffrir cette situation de guerre qui dure déjà 35 ans et auquel on voit des grandes ressources que le Maroc destine à cette guerre contre un petit peuple qui, à notre avis, maintenant les différentes personnalités, les différents instituts qui ont fait des études ont calculé que dans une situation de ni paix ni guerre comme maintenant, le Maroc est en train de destiner 3 milliards de dollars chaque année dans la guerre du Sahara occidental. Nous pensons quand même que ces moyens, s'ils sont destinés à créer des infrastructures et la paix et le développement au Maroc, on pourrait aboutir à une situation plus juste, plus pour le peuple marocain et donner l'opportunité au peuple sahraoui de pouvoir aussi trouver son droit et pouvoir se développer conformément à la vie de son peuple. Nous, dans cette situation, on a été dans une situation de guerre. On n'alimente pas aucune haine, aucune animosité à l'égard du peuple marocain. Pour nous, c'est des décisions d'un gouvernement. Et vous avez vu le gouvernement maintenant du pays arabe et de l'Afrique du Nord. Heureusement que le peuple bouge et il y a une situation qui apporte de l'espoir à tout le monde qui peut changer. À notre avis, nous croyons fermement que le peuple sahraoui et le peuple marocain peuvent trouver une solution de paix. Cette solution peut conduire à la création d'un Maroc, dans le Maghreb, dans lequel on peut s'intégrer tous les pays de la région, comme à l'Union européenne, avec les poids spécifiques de chacun et avec les potentialités de chacun, dans un objectif de complémentarité économique et de respect des droits de tout un chacun. Nous devons prendre l'exemple de l'Union européenne qui a créé cette idée de l'Union européenne. Les pays européens coexistent, grands et petits. Chacun apporte
sa capacité, son savoir et son génie pour que cette Europe existe. Chez nous aussi, au Maghreb, on a ces rêves, mais ces rêves doivent être construits sur la base des dénominateurs communs. Respect au droit à l'autodétermination, démocratie, respect des droits de l'homme. S'il n'y a pas ces facteurs, nous continuerons à nous chamailler les uns et les autres et à nous affronter, et la situation risque malheureusement d'échapper du contrôle de tout le monde. Nous sommes alimentés d'une volonté sincère pour finir avec ces conflits, mais ces conflits ne peuvent pas finir que sur la base du respect du droit de tout un chacun de choisir son destin. Merci.